oui, mon ami. Ah, le générique, il est long, par contre. h 32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Merci d'être dans ce studio Bonjour. pour répondre à mes questions. Vous êtes ancien Premier ministre, bien sûr. Vous venez de publier Le pouvoir de dire non aux éditions Flammarion et vous ne cachez plus une éventuelle début d'ambition présidentielle. Beaucoup de sujets à voir avec vous, mais d'abord, ça fait 2 semaines qu'il y a un Premier ministre nommé, Sébastien Lecornu, mais toujours rien. Pas de début de gouvernement, pas de début de budget, pas de contours même pour des alliances politiques. Et cette question de la taxe des plus riches et d'un éventuel retour de l'ISF. Est-ce que vous êtes favorable, Dominique de Villepin, au retour de l'ISF ? D'abord un mot sur l'action du Premier ministre. Il s'efforce de dégager les bases de ce qui pourrait être une majorité de projets pour les prochains mois jusqu'à l'échéance présidentielle. On ne peut pas le critiquer sur le fait de recevoir les partenaires sociaux, les forces politiques, de façon à essayer d'élargir le plus possible ce qui pourrait ressembler à presque une majorité. Donc il a raison de prendre le temps. Il a raison de prendre le temps, cela n'interdit pas d'expliquer aux Français la règle du jeu, ce qu'ils cherchent. Et on voit bien, à travers la deuxième question, qu'il y a en France un problème de justice sociale. Et depuis 2017, le choix qui a été fait, c'est celui du développement de l'activité, en pariant sur une politique de l'offre qui était censée, au bout du chemin, apporter aux Français davantage de justice sociale par le ruissellement. Les promesses qui devaient être celles de la politique de l'offre n'ont pas été tenues. Vous dites du ruissellement que c'est une chimère. C'est une chimère dans la mesure où la promesse existe, elle a été renouvelée tout au long des années et on n'a pas vu le résultat. On n'a même pas vu les conditions posées à cette politique. On aurait pu imaginer que dans les différentes périodes, et en particulier dans la période du quoi qu'il en coûte, cela s'accompagne d'un certain nombre d'obligations, de conditions qui auraient peut-être permis de mesurer la traduction pour les Français du bénéfice de ces aides. On l'a vu avec la commission sénatoriale, ces aides ont été données le plus souvent sans contrepartie. D'où le sentiment de beaucoup de Français d'une frustration et d'un angle mort de notre fiscalité sur les plus riches. 1800 personnes, 500 grandes fortunes qui auraient considérablement accru leur patrimoine au fil des années. Qui auraient ou qui ont ? Qui ont multiplié par 5, par 6. Et c'est dire, quand on pense à une majorité des Français Spirou, qui, eux, sont entre un SMIC et 2 SMIC. CPE, les gars, c'est le contrat première embauche. C'était une proposition de Dominique de Villepin à l'ancienne qui a été fortement critiquée en France. Il y a eu plein de manifestations et il a joué le jeu. Il a vu que ça n'avait pas de buzz. Il a vu que tout le monde rejetait sa proposition. Il a juste abandonné le projet du CPE. Voilà, tout simplement. Eh bien là, il y a une souffrance sociale dans une mondialisation collège, qui ne joue frère. plus en faveur. Mais je vous repose la question très concrètement, puisque c'est la question qui est en train de se poser aujourd'hui, celle éventuellement d'une taxe Zuckman, mais plus vraisemblablement d'un retour de l'ISF. Est-ce que vous, Dominique de Villepin, vous dites ce matin, oui, il faut rétablir l'ISF ? Je suis en faveur d'une contribution des plus riches. Et je suis pour qu'on sorte des vaches sacrées, des discours théologiques. On voit aujourd'hui... Wesh, un homme de droite. Il est pour la taxation des plus hauts revenus, les mecs. Yo! Mais qui es-tu? Mais qui es-tu, Dominique de Villepin? Qui es-tu? Gabriel Zuckman, pris à partie, c'est un économiste, il fait une proposition au gouvernement. Il nous drague! Avec les partenaires sociaux, d'être capable, et les forces politiques, d'être capable de faire l'offre qui sera à la fois la plus juste en matière sociale et en même temps qui préservera l'efficacité économique. Il ne s'agit pas d'aller tuer les entreprises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Il que faut pour prendre vous, en compte la situation. l'assiette ne doit pas prendre en compte, par exemple, la valorisation boursière d'une entreprise ? L'assiette doit prendre en compte la situation des entreprises en croissance. On évoque toujours le cas de Mistral, qui n'a pas encore d'argent dans les caisses et qui serait ponctionné pour un argent qu'il n'a pas. Donc ça, ce serait une faute. Prenons en compte ces situations, faisons en sorte d'avoir la contribution la plus juste pour les plus riches, pour les plus grandes entreprises qui ont fait des profits considérables au cours des dernières années. Vous savez, la justice sociale, c'est un point de départ dans notre société. Oui, mais et Dominique de aujourd'hui, Villepin, on voit bien que la défiance vis-à-vis de la politique, la défiance vis-à-vis du système, eh bien, elle repose d'abord sur cette frustration. On va y revenir très précisément, mais j'aimerais une réponse la plus concrète possible. Le débat, ça fait 3 semaines désormais qu'il a lieu autour de cette taxe Zuckman et désormais de la question d'un retour ou non de l'ISF. C'est pas exactement... C'est vrai que l'arc est long, mais tant mieux. J'aime bien quand les arcs comme ça sont prolongés, là. J'aime bien. Parlons de ça. La même assiette, c'est pas exactement les mêmes profils. Bonjour Dofla, tu es bien silencieux. Hein?
Dragomir, t'es fou, quoi. Les 1800 contributeurs les plus Salif élevés, les Daïm. plus riches de ce pays, ça c'est Salut, la taxe salut. Zuckman. L'ISF, c'est une assiette plus large, telle qu'elle était jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Laquelle de ces deux options a votre faveur? Les deux, mon général, mais les deux repensés, adaptés à la situation de l'économie française et avec le souci de la justice sociale. Une fois de plus, pas de théologie. On s'écharpe et aujourd'hui, on voit les entreprises qui veulent se mobiliser. Oui, il y a même une mobilisation des Dans patrons annoncée le 13 Dans un octobre. pays où l'incompréhension vis-à-vis des entreprises a très souvent existé. Et je le dis aux patrons. Après, il est malin quand même, hein, parce que moi, désolé les mecs, pour moi, je trouve que c'est une tendance de dire que je suis en faveur d'une contribution des plus riches. En ce moment, on va pas se mentir, tous les Français aimeraient quand même que les plus riches contribuent à hauteur de ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont engendré depuis des années et des années. Tant mieux, tu vois. Mais si tu viens avec un discours pro-riche, je suis contre, tu perds des points. Un homme comme Dominique de Villepin, le mec, je crois les mecs que c'est l'une des personnalités l'une des personnalités préférées des Français, personnalité politique en tout cas, préférée des Français. Du coup, il doit un petit peu être dans la tendance, hein. T'es en train de définir le populisme. Et alors, genre, Ne vous placez pas il drague les gens là, il drague la gauche, mais bien d'opposition sûr. frontale par rapport au monde du travail. Il faut au contraire réconcilier ces deux mondes. Il se trompe. Pour vous, il ne faut pas qu'ils se mobilisent, les patrons, il faut qu'ils... mais qu'ils se Non, je me laisserai pas avoir, les mecs, qu'ils bien sûr fassent que des non. propositions qui permettent à la fois d'avoir une contribution des plus riches, dès lors qu'une partie de ces grandes fortunes échappe à l'impôt proportionnel qui devrait être le leur, et faisons en sorte, si la situation est difficile, si l'on estime qu'il faut par ailleurs une contribution du type de l'impôt sur la fortune, faisons en sorte de tirer les leçons de cet impôt que nous connaissons bien, puisqu'il a duré pendant des années, pour l'adapter. Ça veut dire quoi, l'adapter? L'adapter, prendre en compte les excès qui a pu exister. C'était quoi les excès? Frapper les patrimoines au-dessus d'1 million d'euros, 1,6 million. Vous voulez dire que la limite est-ce que était c'est trop la bonne basse? fourchette en prenant en compte par ailleurs la résidence principale? Taillons à travers le dialogue social ce qui serait le meilleur outil dans le premier cas concernant l'impôt sur la fortune, et faisons en sorte que les contributions des plus riches et des plus grandes fortunes soient aussi mises à contribution. Donc, il faut les avec deux. le C'est souci, une fois de logique. plus, le souci de l'efficacité. Ça me fume parce qu'elle essaie trop de le brusquer pour rien. Mais les gars, Hippolyte de Malherbe, depuis des jours et des jours, bon, je pense que c'est sa direction qui lui donne des ordres, mais depuis des jours et des jours, elle est en pro-riche, hein. C'est que des documentaires et des interviews pro-riches. Elle a accueilli des chefs d'entreprise qui étaient contre la taxe Zuckman. Elle a accueilli plein de personnalités qui étaient contre la taxe Zuckman. Elle-même donne son avis où, vas-y, elle est pas très chaude pour la taxe Zuckman. Genre, les gars, BFM TV, ils sont en mission, hein. BFM TV est en mission, frère. Soit aussi mise à contribution, Donc, il faut les avec deux. le souci, une fois de plus, le souci de l'efficacité économique. Il ne s'agit pas, pour Eh notre oui, elle pays, défend son patron, frère. d'arbitrer entre la rigueur budgétaire, qui deviendrait alors l'objectif principal, en oubliant l'efficacité économique, en oubliant les investissements d'avenir, parce que dans ce cas-là, nous serions amenés à payer beaucoup plus cher le redressement financier Oui, mais de la c'est France. ce que disent les patrons. C'est-à-dire qu'ils disent, si on applique Eh bien, ce que non, mais vous une commencez à évoquer Hippolyte de comme Malherbe, taxe, ce n'est pas- ils disent, nous Hippolyte de pourrions Malherbe, partir ou ce n'est devoir pas vendre un nos travail entreprises. simple. Ce n'est pas un travail simple. Ah bah, tu Ça vois ne se règle pas sur les plateaux de télévision. La politique, c'est fait pour ça. C'est fait pour établir des concertations, pour travailler et essayer d'optimiser la réponse. Et on voit bien que ça ne marche pas en ce moment. Il faut à la Ils fois n'arrivent pas à se mettre d'accord. il faut à la fois apaiser notre pays. Et il y a deux grands motifs qui justifient la colère sociale. Le premier, c'est le sentiment d'injustice. Le deuxième, c'est les occasions ratées, comme on l'a vu à travers la réforme des retraites et le conclave. Je regrette pour ma part que le patronat n'ait pas saisi l'occasion pour faire un geste dans le domaine de la pénibilité qui aurait permis de retrouver une unité nationale Il y a cette et question des sociale. taxes, il y a cette Donc, question justement de la apaiser. suspension de la réforme des retraites. Apaiser, il faut un geste. Concernant la pénibilité, nous avons vu que la CFDT était prête à signer au sortir du conclave si ce geste avait été fait. Mais désormais, la CFDT demande la suspension de la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut suspendre la réforme des retraites? C'est le travail de M. Lecornu que de réunir l'ensemble des partenaires sociaux et d'aboutir sur cette question. Et il doit également prendre en compte une exigence, parce que Mais là, c'est pareil, tu vois. Il va jamais abroger les mecs, hein. Il va jamais suspendre. Il y aura pas de tout ça, mon gars. Vous voulez pas comprendre. Le gars, il fait des réunions, syndicats, etc. Tous les syndicats veulent
que la réforme des retraites soit abrogée. Pourquoi? Parce que 69.3. 49.3, pardon, ils ont fait un passage en force. On a été injustement trahis, on va dire ça comme ça. C'est logique. Mais il faut pas croire qu'après la réunion, Sébastien Lecornu va prendre la parole et nous expliquer qu'il va suspendre la réforme des retraites. Il joue la montre, exactement, il est en train de jouer la montre. On n'est pas des idiots. On n'évite pas, on ne peut pas contourner cette deuxième exigence, il faut gouverner. Il faut apaiser et diriger. Il faut gouverner. Et donc, que le Premier ministre prenne ses responsabilités. Là, ça va être dur, là. Je veux bien croire qu'il est le Premier ministre le plus faible de la Ve République, mais il n'empêche que l'honneur d'un gouvernement et d'un Premier ministre, c'est de gouverner. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne le temps, mais qu'en même temps, à un moment, il prenne ses responsabilités devant les Français. Et ça veut dire quoi, gouverner? Ça veut dire, est-ce que, par exemple, vous dites qu'il faut absolument qu'il fasse un discours de... Ça veut dire faire un budget. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse un discours de confiance. On sait que le grand discours de politique générale n'est pas obligatoire, c'est une coutume. Pour cela que j'avais donné... Faut-il qu'il le fasse? J'avais donné le conseil devant le vote de au Premier ministre de prendre ses responsabilités à Matignon en évitant de se situer dans la dépendance du président de la République, en évitant de se placer sous l'égide du président de la République dont la politique a échoué. Et c'est pour cela que je crois que le premier devoir du Premier ministre... Vous lui avez dit de manière assez peu élégante, puisque vous avez dit qu'il ne fallait pas que ce soit le toutou, je vous cite, qu'il soit le gentil toutou du président de la République. C'est parfaitement élégant dans la mesure où c'est parfaitement compréhensible. Il ne l'a pas très bien pris. Il l'a relativement bien pris, contrairement à ce qu'on dit. Mes confrères du Canard enchaîné disent qu'il l'a plutôt mal pris et que d'ailleurs vous vous êtes excusé. Et c'est un mensonge. Vous ne vous êtes pas excusé? Non, et il n'y a pas eu d'appel téléphonique parce qu'il a, je crois, parfaitement compris, et l'échange de textos entre nous le montre, parfaitement compris la démarche qui est la mienne. Il vous a dit, je ne comprends pas ce mépris de classe parce que je ne suis pas issu de l'ENA. Le toutou, c'est le collaborateur qui a été nommé Premier ministre. Ce n'est pas la formule, et je tiens à la disposition. Oh là là, on va pas jouer sur des mots. Le toutou de Macron, ça y est, c'est parfaitement compréhensible. On va pas jouer là-dessus, les mecs. Oh, Apolline de Malherbe, c'est quoi cette interview de merde, là? De qui le souhaite. C'est fou quand même, les mecs, la différence, parce qu'on avait écouté avec Sarah Knafo aussi, la différence entre les questions posées à des mecs de gauche, sensibilité de gauche, et l'extrême droite. La différence, elle est énorme, les mecs, hein. Elle est énorme. Sarah Knafo, elle a pu dérouler tout son récit, toute sa narration lundi. Je crois que c'était lundi qu'elle était invitée ou la semaine dernière. Mais quand c'est Dominique de Villepin, faut vraiment le pousser dans ses retranchements. Oh là 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 là. Et en tout cas, M. Lecornu peut publier l'échange de textos. Ça n'a que peu d'intérêt aujourd'hui, mais il peut publier cet échange de textos qui clarifiera les choses et qui montrera que le Canard enchaîné n'est pas toujours bien informé. Donc le Canard enchaîné... À tout faux. À tout faux. À tout faux. À tout faux. Vous ne vous êtes pas excusé et vous considérez que c'est pas méchant de dire tout. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique. Et une fois de plus, la métaphore peut paraître familière, mais elle est juste. Monsieur Barnier ne s'est pas émancipé de la politique de Macron. Monsieur Bayrou ne s'est pas émancipé de la politique de Monsieur Macron, pas plus que tous les premiers ministres successifs depuis 2017. Nous sommes aujourd'hui dans l'impasse. Il faut une autre politique. Et c'est ça la responsabilité et l'honneur. Je vous repose la question, faut-il qu'il demande un vote de confiance ? Même s'il y a un gros risque qu'il ne l'obtienne pas. Je le souhaite d'autant plus que je le dis depuis une longue période. Depuis 2022, ce qui a été cassé dans la Ve République, c'est le fait que le Premier ministre n'a pas choisi de se donner les moyens de créer les conditions d'une majorité. C'est pour cela que cela peut prendre du temps, des semaines, parfois des mois chez nos voisins, mais au bout du compte, il faut avoir un gouvernement qui a au moins l'accord des forces politiques pour faire un certain nombre de réformes et donc pour accompagner le programme du gouvernement sur une période donnée. Je crois que ce travail est indispensable. Vous avez dit il y a une défiance. Putain, les mecs, quand l'arc Dominique de Villepin va commenter la politique française, parce que l'année dernière, on l'avait beaucoup écouté sur l'international, mais là, il commence à rentrer petit à petit dans son arc politique française. Vous vous êtes foutu de ma gueule quand je vous ai dit qu'il fera minimum 10%. Vous avez dit, Dofla, il fera pas 3%, il fera pas 2%, il fera pas 8%, blablabla, etc. Il fera moins. On en reparlera, le chat. Moi, j'ai le flair en question. Hein. Peut-être qu'en 2027, il sera vraiment à 2% et on va se foutre de ma gueule. Mais encore une fois, clippez le chat. Clippez. Je pense sincèrement qu'il fera minimum 10%. Et le pire, les mecs, hein, c'est que je sais que vous serez assidus à mes streams. Je pense qu'on va pas écouter la dernière intervention de Dominique de Villepin. On va l'écouter même pour 2027 et même peut-être pour les municipales. Vous verrez le chat. Il va devenir de plus en plus affûté, frère. Je ne dis pas qu'il va gagner la présidentielle. Je dis simplement qu'il va faire très mal dans les sondages.
Je mise 100 subs qui fait moins de 10%. 100 subs. Tu veux payer mes vacances, toi? Vas-y. T'inquiète, on va clipper. Il n'y a aucun monde où il fait plus de 5%. Ok. Ok. Vous voulez... Ok. Vous voulez jouer à ça? Vas-y. Vas-y, y a pas de problème. Je vais noter les pseudos. Rendez-vous l'année prochaine. Ok. Ok. Moi, je le pense qu'il fera 10%, les mecs, hein. Vous voyez pas qu'on a un Dominique de Villepin qui devient de plus en plus affûté dans les sujets? Ok. Le mec, il a fait que parler de la Palestine, Israël, le Liban, parce qu'il a aussi beaucoup parlé du Liban et de l'Iran. Il a parlé de Trump, ok, que des discours internationaux. Là, il commence à rentrer dans la politique française où on va commencer à comprendre sa vision de la France. Et vous me dites qu'il fera pas plus de 10%? Je retiens. Oh non, je retiens. Vas-y. Oh, par contre, j'ai une question, le chat. J'ai une question juste comme ça, parce que je sens qu'il y a des gros experts de la présidentielle. Les gars, ça existe une présidentielle à 3? Une triangulaire? Ou c'est que des 1 contre 1? Est-ce qu'il y a une configuration, il y a une triangulaire présidentielle, genre? Non, ça n'existe pas, ok. Une triplette, un plan à 3, genre? Non? Ok. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Du système. Quand on demande aux Français, et c'est l'objet d'un Il n'y a que des 1v1 de BFM TV, quand on demande aux Français quelle doit être la priorité pour réduire la 1v1 dette, final. ils répondent d'abord réduire le train de vie de l'État. La question vous a été posée à vous aussi de savoir si vous étiez prêt à renoncer aux avantages qui sont octroyés aux anciens premiers ministres. Est-ce qu'au moment où l'on se parle, Dominique de Villepin, vous bénéficiez toujours de cette aide? J'ai toujours une sécurité, et chacun peut comprendre les raisons qui conduisent à avoir une sécurité. Et c'est pour cela, parce que là, Que Mais avec législative, toujours un ok. chauffeur. il y a toujours... Vous êtes venu avec le chauffeur ce matin? Madame Apolline de Malherbe, c'est très sympathique de poser ces questions, et vous avez raison de les poser. Vous avez raison de les poser. Les Français. Quelle est la réalité des choses? Dès lors que vous avez une sécurité, il vous faut un chauffeur qui a la capacité de gérer la sécurité. C'est pas n'importe quel chauffeur qui peut assurer la sécurité d'une voiture qui est, par décision du ministère de l'Intérieur, une voiture qui doit dépendre du ministère de l'Intérieur ou de Matignon. Donc, c'est un ensemble, un dispositif de sécurité. C'est un ensemble. Et c'est pour ça que j'ai Mais je vois aussi ce qui... putain, le journalisme... Les gars, je suis peut-être complotiste, hein. Je suis désolé, je vais vous expliquer ma vision des choses, les mecs. Elle est un peu complotiste, mais je vois tellement ce que fait les journalistes. Ils sont en train de décrédibiliser Dominique de Villepin. La dernière fois, Apolline de Malherbe, elle avait attrapé Dominique de Villepin parce qu'elle pensait qu'elle avait des liens avec le Qatar. Dominique de Villepin, elle n'était pas content. Là, elle essaie de faire croire que Dominique de Villepin est un profiteur de l'État. Comme il y a une sécurité, parce qu'il y avait un graphique qui montrait que Dominique de Villepin, c'est celui qui profite le plus des privilèges de l'État. Et tu sens quand même qu'Apolline de Malherbe, elle est en mode, vas-y, je vais le piquer, je vais montrer aux Français que regardez, on a un Dominique de Villepin qui profite, c'est le profiteur par excellence. Je vois un peu le jeu. Peut-être les mecs que je suis complotiste, mais ça commence à être un peu trop gros. Parce que je me rappelle que CNews, ils avaient pris aussi les mêmes graphiques pour expliquer que Dominique de Villepin, c'est celui qui profite vraiment beaucoup des aides. Et comme il est pro-palestinien, en tout cas, on a vu qu'il n'avait pas une position très pro-Netanyahou, mais plutôt pro-palestinienne, t'as l'impression que maintenant, ils veulent le descendre sur... Ils utilisent toutes les attaques possibles, les gars, pour le descendre. Est-ce que je suis fou ou pas, les mecs? Non, tu as raison. Logique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas un gros mot de supprimer les privilèges, mais j'ai l'impression qu'il y a que des attaques comme ça en dessous de la ceinture, les mecs. Il y a que des attaques comme ça en dessous de la ceinture. Mais bon, peut-être que je suis fou. Depuis le départ, mettez tout cela à plat. Vérifiez tous ceux qui ont, bien au-delà des premiers ministres, tous ceux qui bénéficient pas fou de ces avantages, entre guillemets, et à partir de là, prenez des décisions, éventuellement prenant en compte la situation de sécurité des uns et des autres. Les chiffres qui sont sortis dans la presse ne correspondent pas à la réalité. Les chiffres qui ont été donnés par l'AFP, en plus, c'est des faux chiffres. Vous occuperiez la première place du classement dans les dépenses, devant Bernard Cazeneuve et Jean-Pierre Raffarin. Eh bien, c'est faux pour une raison très simple. Mon chauffeur vient de Matignon. Il est donc comptabilisé dans les chiffres que vous avez. Beaucoup de premiers ministres ont un chauffeur qui vient du ministre de l'Intérieur. Ils ne sont pas comptabilisés. Donc il est sur la fiche de paye de Matignon, c'est ça que vous voulez dire? Le mien, oui. Le vôtre. Les autres sont sur la fiche de paye du ministère de l'Intérieur et ne sont donc pas comptabilisés dans les chiffres qui sont donnés publiquement. Mais c'est l'éternité de la France. On ne travaille pas.
On n'est pas capable aujourd'hui de dire quels sont les avantages, entre guillemets, dont bénéficient les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense, certains ministres de la Justice. On n'est pas capable de faire cela. Mettons à plat la transparence, cela permet la décision. Et faute de transparence, eh bien on colporte des informations qui sont fausses et on dit des bêtises sur les plateaux. Et c'est très important effectivement la transparence. Voyez, mais lorsque vous dites j'ai encore une sécurité, parmi dans l'enveloppe qui est évoquée, il y a aussi par exemple un secrétariat, un bureau. Est-ce que ça vous en bénéficiez toujours? J'ai toujours un secrétariat et je suis en attente de la décision qui doit être prise, et je crois que d'ailleurs qu'elle est prise, qui conduit à la suppression de ces secrétariats, me concernant en tout cas. mais c'est pas de sa faute, les mecs, hein. L'État français lui propose des dispositifs, le mec, il en profite. Vous voulez que je vous dise quoi, les gars? Ok, il faut le supprimer, il est pas contre ça, mais ils attendent quoi, l'État français? Ils attendent quoi pour supprimer tout ça? Le gars, il a déjà un secrétaire. Il a déjà des employés qui travaillent avec lui, etc. Il va pas dire non frérot, allez, on va tout fermer, on va tout supprimer, allez vous trouver du travail. Ben non, faut que l'État français ferme ses privilèges, reconduit, réoriente justement ses secrétaires qui travaillaient pour les anciens premiers ministres, et puis c'est tout. C'est pas son problème à lui, les mecs. C'est pas de sa faute, c'est pas son problème. C'est l'État qui est comme ça, genre. C'est un peu facile de l'attaquer sur ça, c'est useless. Je te jure, gros. Vous voyez, j'ai pas fou, les mecs. Je sais à quoi jouent les journalistes, là, sur Dominique de Villepin. Je vois très bien, genre. Sur la question de la... Il peut dire non, il peut refuser. Alors, les mecs, je vais vous dire quelque chose. Dominique de Villepin n'est plus Premier ministre depuis une vingtaine d'années, les mecs. Ça fait des années que le mec, il est plus Premier ministre. Il a déjà son secrétariat, ça n'est pas de 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Ça fait des années qu'il a un secrétariat. Il y a des personnes qui travaillent avec lui. Il peut pas fermer le truc pour montrer l'exemple maintenant tout de suite. En plus, je sais même pas s'il peut le faire comme ça. Je ne sais pas s'il peut le faire comme ça, les mecs, en claquant des doigts. J'en sais rien. J'en sais rien. Non, la sécurité, c'est normal. On peut pas laisser un Premier ministre. Ouais, comme ça, oui, bien sûr. Moi, je pense que les gars, Rotaillot, s'il est remercié, il va en avoir des gardes du corps, ce mec, hein. Il va en avoir des gardes du corps qui vont le surveiller 24 heures sur 24, hein. Comment il est détesté et tout, frère, c'est sûr. C'est sûr. Sécurité, qui est une autre des priorités des Français. J'ai reçu la semaine dernière la mère de Philippine. Philippine, c'est cette jeune fille qui a été tuée dans le bois de Boulogne Oula, il va dire quoi, alors? Un homme sous OQTF qui avait déjà été condamné. Olivier Marlex avait travaillé ensuite sur l'idée d'allonger la durée de rétention de 3 mois, aujourd'hui 90 jours, à 120 jours pour les OQTF condamnés pour des faits d'une particulière gravité. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel cet été. Quelle est votre position sur ces questions-là ? Nous disposons, par rapport à d'autres pays européens, de la capacité d'allongement de cette durée, en apportant des garanties qui sont nécessaires. Faisons en sorte de bien rédiger la loi, d'éviter la sanction du Conseil constitutionnel. Il y a des marges qui peuvent être utilisées. En Allemagne, c'est jusqu'à 18 mois aujourd'hui. Absolument. Donc cela montre que la question se pose par mauvaise rédaction de la loi. Faisons en sorte que le législateur, avec le gouvernement, présente des textes qui puissent au-delà de la être à la fois défenseurs des libertés publiques et en même temps prendre en compte les exigences de sécurité. Mais ça veut dire qu'au-delà de la question effectivement de la rédaction de cette loi, sur le fond, vous êtes favorable à un allongement de la durée de rétention ? Il faut prendre en compte la réalité des situations que nous vivons sur le terrain et qui conduisent à ces drames. De la même façon, nous devons prendre en compte le fait que accident après accident dans notre pays, nous voyons l'importance des drames psychiatriques liés à Encore hier, dans le Bas-Rhin. Eh bien, prenons en compte cette réalité-là qui est différente de celle des questions de sécurité pour véritablement essayer de mieux protéger nos compatriotes. Donc c'est un travail très important au jour le jour, qui implique certains changements de texte. Je m'insurge contre le fait qu'on puisse, à partir de là, vouloir essayer de gagner des points de façon populiste en jouant en permanence sur le durcissement, quand tout l'exercice est le plus souvent... Oui, mais sur le fond, vous êtes d'accord avec le fait de durcir. Mais le plus souvent, tout l'exercice est d'application, et c'est pour cela qu'il appartient aux ministres compétents, ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur, de faire ce qui doit être fait. Cette nuit, Dominique de Villepin, il y a eu à nouveau 5 aéroports qui ont été fermés au Danemark après des survols de drones. On ne sait pas pour l'heure d'où provenaient ces drones, mais il y a eu évidemment les insertions russes dans le ciel de Pologne, de Roumanie, d'Estonie. Emmanuel Macron dit il faut... Il s'est passé quoi au Danemark, là? Wow! Peut-être qu'on va en savoir plus sur les médias tout à l'heure, les mecs. Mais attends, mais ça commence à puer, là!
Ça commence à puer, les gars. C'était qui les drones? C'était les Russes encore? Non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Waouh, 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 waouh. Monter d'un cran, mais sans ouvrir le feu. Quelle est la limite et comment répondre à la Il provocation fait russe? quoi, Poutine, là? Les règles d'emploi de la force, les règles de feu sont bien connues. C'était lundi, Et elles Dofla. doivent Mais non, pas pour le Danemark, les mecs. Non, 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 sinon on aurait déjà parlé en stream. Attends. C'est quoi mon compte le compte Twitter du mec que je suis tout le temps là? Little Think Tank. Attends. Bah, c'était hier. Ouais, les drones, c'était hier. Je scroll, je scroll. Les événements semblent être terminés pour le Danemark. Nous en saurons peut-être davantage dans la matinée. Cela reste assez flou et vague. Donc, ils ont fait Estonie. Ils ont fait Danemark. Ouais, ça commence à sentir le caca, là. appliquée dès lors qu'il y a une intrusion, une ingérence sur le territoire national. Que l'on prenne des précautions, c'est tout le Ça sens sent le des sommaires. caca. Mais dès lors qu'il y a une menace qui peut exister sur un certain nombre d'installations, menace d'espionnage, activité de guerre hybride, eh bien, nous devons prendre nos responsabilités. Ça veut dire ouvrir le feu? C'est-à-dire ouvrir le feu si Vous les dites s'il y conditions a à sont nouveau requises. des drones sur le sol, Mais c'est pas au-dessus du si- sol polonais, c'est pas- on ouvre le feu. C'est pas si il y a le survol par des drones. Macron ne veut pas abattre d'avions, putain. Trump, il avait dit qu'il était pas contre l'idée d'abattre les avions si c'est l'OTAN qui décide d'ouvrir le feu sur les avions russes. Les Turcs, les gars, je vous rappelle qu'il y a plusieurs années, les Turcs, il y avait un avion russe qui avait violé l'espace aérien turc. La Turquie, ils ont dit vous m'abattez cet avion, s'il vous plaît, monsieur. Franchement, Poutine est en train de nous tester, hein. Et j'ai l'impression que, pour vous, le chat, il faudrait faire quoi, en fait? À votre avis, le chat, c'est quoi les réponses à fournir? Parce qu'en gros, les avions aussi, de ce que j'ai compris, on parle pas de drones, les mecs, hein, parce que là, je vois que le sujet, c'est drone, mais j'ai vu que pour l'Estonie, il y avait des avions. Il y avait une histoire d'avions aussi. On fait quoi pour les avions? On les abat ou pas si ça viole l'espace aérien? J'ai vu qu'il y avait une proposition de la Pologne. La Pologne souhaiterait abattre des avions russes sur le territoire ukrainien. La Pologne a proposé ça, les mecs. Ça commence à puer, les gars, là. Hein. On est dans les prémices de quelque chose qui pue, là. C'est si les On va suivre ça de près. n'apportent pas de réponse. Si il y a toutes les indications d'une agression sur le territoire européen, eh bien, il faut bien évidemment prendre nos responsabilités. Nous n'avons pas vocation à avoir une défense en chocolat et il est essentiel que la souveraineté de l'Europe soit respectée. Une des grandes tragédies qui se jouent en ce moment, c'est la perte de la souveraineté de l'Europe. On l'a vu sur les tarifs douaniers. On le voit en matière de numérique, où nous ne sommes pas capables de faire appliquer la réglementation européenne sur le DSA et le DMA. On le voit en matière financière, où il y a une intrusion des mécanismes financiers, des jetons numériques américains sur le territoire européen. Et on le voit en matière de défense. La souveraineté européenne, ça ne se négocie pas. Et de ce point de vue-là, il est très important que l'ensemble des responsables européens se mettent d'accord et de ce point de vue-là, apporte une réponse commune. Vous n'auriez pas dit, on ne va pas ouvrir le feu. Parce que le dire, comme ça, comme l'a dit Emmanuel Macron hier soir à New York... D'abord, il y a une ambiguïté stratégique qui joue toujours dans le sens... Donc il vaut mieux dire, on est prêt s'il le faut. Nous devons marquer notre détermination à défendre le sol européen et à répondre à toute attaque de guerre hybride de la part de la Russie ou de tout autre État. Nicolas... Elle est très importante, cette séquence, les amis. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous rappelez, les gars, à la présidentielle 2022, il y avait la guerre en Ukraine. Donc, je crois que c'était en février 2022 ou 2021, je sais plus exactement quand. Bref. Et il y avait la fameuse élection française s'est portée autour du drapeau. Le fameux drapeau, élection drapeau. Les gens ils se sont dit, vas-y, Macron, il est déjà là. On va voter pour lui pour éviter de déstabiliser un peu le pays parce que la Russie, ça peut partir en couille, etc. Bref. Là, les gars, pour 2027... on voit que Bardella, il est très haut dans les sondages. Mais si on a besoin d'un président qui a aussi cette aura militaire, Bardella ne fera jamais la présidentielle. Il ne passera jamais. Marine Le Pen, pareil. Après, la politique, les gars, vous savez que c'est un monde extrêmement imprévisible. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 2 ans, mais jamais de la vie, Bardella, dans une Europe au bord de la guerre, sera président de la République. Marine Le Pen, c'est pareil. J'en suis sûr.
Il y aura un effet drapeau, les mecs, hein. Je sens que 2027, il y aura un effet drapeau comme en 2022. Mélenchon? Bah, Mélenchon va perdre des points aussi, les mecs, hein. Mélenchon va perdre des points, ça dépendra de son discours aussi. Comment sera dirigé son discours par rapport au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Les gens vont essayer de voter pour un soldat, un président soldat, frère. Mais qui gagne des points? Pour l'instant. Pour l'instant. À voir. Vous mettrez qui, les mecs? Vous mettrez qui? Pour l'instant, les gars, c'est hypothétique. Hein. Là, on est sur de la politique fiction, les mecs. Soyons pas débiles. Là, on est en train de commenter. C'est de manière fictionnelle. Mais les mecs, vous mettrez qui? On a Sarkozy en prison. On a Macron qui ne peut pas faire de troisième mandat. Bardella face à Poutine. Vous êtes fous, quoi? Marine Le Pen, elle est pro-Poutine. Vous voulez faire quoi, les mecs? L'effet drapeau, il sera sur qui? Qui va bénéficier de l'effet drapeau? Moi? Ouais, wesh, les gars, yo. Moi? Mais vous êtes fous, quoi. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau. Les mecs, il est tellement dans son délire et dans son discours anti-Algérie, anti-immigration, etc. Je sais même pas si Bruno Retailleau il a déjà commenté ce qui se passe en Russie, en Ukraine, les mecs. Sortez-moi un discours de Retailleau sur l'international, s'il vous plaît, le chat. Alors là, les gars, c'est le niveau 0, hein. Gabriel Attal, Édouard Philippe. Ouais. Je pense que vous me trollez un peu, non? Je pense que... Ah, Édouard Philippe, je serais un peu d'accord avec vous, le chat. Édouard Philippe, je serais un petit peu d'accord. Mais les discours comme ça, c'est pour ça que je vous ai dit que la séquence, elle est intéressante. Les discours comme ça de Dominique de Villepin, on va les entendre de plus en plus dans la bouche de nos politiciens. Je pense à ce moment-là que le sujet de l'immigration va passer un peu au second plan, à part si CNews continue son offensive. Mais les mecs, les Russes, ils jouent à quoi, en fait? Sarkozy sera fixé sur son sort aujourd'hui dans Attendez, pardon. C'est les Russes qui vont... En fait, c'est les Russes qui vont en quelque sorte imposer le narratif dans les médias français. Ouais, des drones qui violent l'espace aérien. Des avions qui violent l'espace aérien. À un moment donné, il y aura un pays de l'OTAN ou un pays de l'Union Européenne qui va se dire « Frérot, on va finir par abattre ces putains d'avions !» Ça va finir par arriver, le chat. L'Estonie, la Pologne, le Danemark, j'en sais rien. Mais il y a un truc qui va arriver. C'est un acte de guerre. Mais, les gars, j'ai écouté le ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov. La Russie, vous serez peut-être d'accord avec moi, le chat, c'est peut-être un tapin, hein. Mais la Russie considère déjà qu'ils sont en guerre contre l'OTAN et contre l'Union Européenne. La Russie est en guerre contre l'OTAN à l'heure où je vous parle. Cette guerre n'est plus contre l'Ukraine, mon gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, et ça fait des mois. On est d'accord. À chaque fois qu'on écoute un diplomate russe, un ministre russe, le mec nous explique qu'on est déjà en guerre. Pas contre l'Ukraine, mais contre toute l'Europe. Qu'est-ce que je vous dise? Voilà. Voilà. Notre co-belligérance avec ce conflit en Ukraine, la Russie peut commencer à attaquer les pays baltes, hein, les gars. Qu'est-ce que je vous dise? Regarde ce que Trump a dit il y a 2 jours. Il veut reprendre tous les territoires à Poutine maintenant. Ouais, j'ai vu, les gars. J'ai vu que Trump, il commence à... Je ne sais pas, parce qu'il faut savoir que Trump, il décide beaucoup, mais il a énormément de conseillers aussi militaires. Et je pense que Trump, bon, on a l'habitude, les mecs, hein, les volte-face de Trump, il a le sentiment que l'Ukraine peut récupérer tous ses territoires, et Trump, il est en train de se dire, c'est peut-être possible, en fait. C'est peut-être possible. Donc finalement, on va peut-être aider l'Ukraine. Ou peut-être que Trump, il va encore retourner sa veste, on sait pas. Vous voulez que je lui dise quoi? Faire du financement de sa campagne par des fonds 47 il encourt retournements de veste. Oui. Le parquet a requis 7 ans de prison ferme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes parfaitement à l'aise avec l'idée que la justice dans ce pays n'est pas politique? D'abord, je pense à lui et je pense à sa famille. C'est une épreuve que de faire face à la justice, et je l'ai connu. J'ai été qui l'a envoyé par 2 fois. Mais qui l'a envoyé? Mais c'est aussi un devoir. C'est un devoir
qui traduit l'existence d'une égalité des Français devant la loi. La justice, ouais. Et tous les débats autour de l'interprétation, autour d'une soi-disant politisation de la justice, me paraissent totalement déplacés dans un monde où, nous le voyons bien, toutes les forces populistes, toutes les forces radicales ont tendance à vouloir remettre en cause l'état de droit. Le grand enjeu en Europe aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai pour le Royaume-Uni, pour l'Allemagne et pour la France, avec la montée de la droite radicale, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que l'état de droit soit peu à peu démantelé. Eh bien, moi, je crois qu'il faut le dire avec force, respect de la justice, respect des médias, qui sont aussi une des grandes cibles et qui doivent donc pouvoir être protégés dans leur indépendance. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Oh là 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 là. Respect aux médias, s'il te plaît, chef, s'il te plaît. La meuf, elle fait que t'envoyer des bastos. Elle essaie de te pousser dans tes retranchements et tu me parles de respect. Arrête, on te respecte même pas, chef. Et cette exigence, nous devons la faire vivre. Tous ceux qui ont une responsabilité, il n'est pas question, il n'est pas normal que pour des raisons d'opportunité, de sympathie ou d'amitié, on remette en cause les décisions de justice qui s'imposent à tous. Merci Dominique de Villepin d'avoir répondu à mes questions ce matin sur... Le secrétaire de l'OTAN a expliqué que la Russie produit plus d'obus, plus de munitions et plus de tanks que tout l'OTAN réuni.